Bienvenue dans le podcast de Vino Musique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Vino Musique, votre rendez-vous œno-musical. Avec ce podcast, plongez-vous dans l'univers du vin que vous avez sélectionné et poursuivez musicalement votre immersion avec les playlists spécialement confectionnées pour celui-ci. Vous pouvez les retrouver sur notre site vinomusique.fr ou en scannant le QR-code sur la bouteille. Le but de ce podcast est de parler du vin avec la personne qui l'a fait. Aujourd'hui, je suis avec Modestie Banchereau au château de la Calenière sur la commune de Martigny-Briand pour parler de son gros lot rosé. Bonjour Modestie, ça va ? Bonjour, oui, très bien, et toi ? Très très bien. Pour les personnes qui nous écoutent et qui sont arrivées sur le podcast grâce au QR-code sur la bouteille, préparez-vous à déguster. Avant ça, parlons un peu du domaine. Alors Modestie, est-ce que vous pouvez vous dire en quelques mots votre histoire, votre parcours qui vous a amené jusqu'ici ? Alors, moi, je suis originaire de l'Anjou, mais j'ai été faire mes études sur Bordeaux. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur viticole et j'ai passé en parallèle mon diplôme d'œnologue de France. Suite à ces études, je suis revenue à mes sources en venant travailler pendant 5 ans pour un domaine viticole à Chalonnes-sur-Loire, où j'ai travaillé uniquement en production. Donc, j'avais la responsabilité de 20 hectares de vignes. Et je m'occupais de toute la partie vinification. Et donc, suite à ces 5 années, j'ai été contactée donc, par les propriétaires de la Calenière pour venir prendre la gérance de l'exploitation. Donc, actuellement, je suis responsable d'exploitation. Donc, je m'occupe du domaine viticole dans la globalité. Donc, de la production du raisin, de la vinification avec Michel, et puis ensuite, toute la partie commercialisation, et puis... gestion globale. D'accord. Et donc c'est vous qui choisissez quel vin vous avez envie de faire sur l'année ou... Oui, du coup, moi j'ai une idée assez précise des vins que je veux faire. Et ensuite, c'est en discussion avec Michel, donc le responsable de cave, où lui connaît très bien du coup les parcelles, le potentiel des parcelles. Et donc on arrive à orienter plus ou moins les parcelles en fonction des objectifs de type de vin qu'on veut faire. D'accord. Donc Michel, oui, vous dites ça fait longtemps qu'il est donc sur ce domaine-là ? Oui, Michel, ça va faire presque 12 ans qu'il est au domaine. Donc il a travaillé d'abord sur la partie vigne. Et puis à partir de 2015, il a pris également la partie cave en responsabilité. Donc il connaît extrêmement bien les parcelles. On l'appelle la mémoire vive du domaine. D'accord. Et donc vous êtes arrivé ici il n'y a pas très longtemps ? Non, je suis arrivée en 2021. Donc début d'année 2021. Donc pendant 1 an, en fait, on a restructuré toute la société, donc avec la fille de l'ancien propriétaire, donc qui avait repris la succession de son papa à la tête du domaine. Donc on a repris toute la partie étiquette, type de vin, positionnement produit. Et c'est la grosse décision aussi qu'on a prise avec toute l'équipe, c'est le passage en bio du domaine. Et donc, le domaine ici, vous savez à peu près depuis quand il existe ? Alors, les plus anciens documents qu'on a, c'est autour du XVIe siècle. Les premières vignes, les premières traces de vignes qu'on a, c'est des plantations au XVIe siècle. Et donc, il y a eu pas mal de successions de propriétaires du château. Et les premières médailles, on va dire, dont on a un document, elles datent de 1853. Ça remonte. Donc pour ceux qui nous écoutent, vous ne pouvez pas le voir, mais il y a un très beau château à côté. Oui. Le château a été construit donc en même temps que... Alors il était déjà présent avant la plantation des vignes. Okay. Donc c'était le château emblématique de la ville. Et à partir du XVIe siècle, en fait, la famille Patry a commencé à planter des vignes sur la propriété. Toutes vos vignes sont autour Oui. du château, donc les 20 hectares, c'est ça ? Oui, il y a une 20aine d'hectares, c'est ça. C'est ça. Oui. Donc on va un peu plus parler du rosé, donc Oui. le gros lot rosé qu'on est venu déguster aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en fait ce que vous avez eu envie de faire et ce qui vous a donné envie de faire ce rosé-là ? Je suis vraiment une adepte de la vinification des rosés. Alors c'est pas forcément le vin le plus simple à faire, mais on prend beaucoup de plaisir à le faire. Donc ce qu'on voulait, c'était d'avoir un rosé sec, mais qui soit très gourmand. Et le plus compliqué dans un rosé, c'est la couleur. Et on souhaitait pouvoir avoir une couleur très pâle. Donc la chance qu'on a sur le domaine, c'est d'avoir du gros lot
Alors du Grolot gris et du Grolot noir. Donc un cépage très aromatique. Et le Grolot gris, en fait, ça va être notre base de rosé pour avoir la couleur la plus pâle possible. Donc on a 75% de Grolot gris et 25% de Grolot noir. Donc le Grolot gris, lui, il va être très aromatique au nez. Donc c'est celui qu'on va le plus sentir au niveau des arômes du nez. Et après, le Grolot noir, c'est celui qui va prendre le dessus au niveau de la bouche. Donc qui va être très gourmand, très fruits rouges, vraiment très agréable. Votre rosé à vous, il change complètement d'un rosé de Loire classique qu'on peut avoir en commerce. Je parle au niveau du goût. Exactement, ouais. Dans les rosés de Loire, il y a plusieurs cépages. Donc on peut avoir du gamay, du Grolot. Il y en a certains qui rajoutent aussi du cabernet, qui ramènent aussi une structure. Nous, on voulait vraiment faire un rosé, entre guillemets, un rosé de copain, qui soit facile à boire, qui soit très aromatique. Et c'est vrai que le 100% Grolot, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit partout. Et ça a un caractère très spécifique. Donc ça nous permettait, oui, également aussi de nous démarquer par rapport aux voisins. Oui. C'est vrai que moi, autant en rosé qu'en rouge, le Grolot, c'est un de mes cépages favoris. C'est hyper aromatique et extrêmement bon. Donc, dernier point un peu technique, donc vous le ramassez à la machine. Non, Ok. du coup, nous, l'ensemble des cuvées du domaine, dans la quasi-totalité des cuvées bouteilles, elles sont vendangées à la main. Et donc, notamment pour notre rosé, pour éviter d'avoir trop de couleurs, la vendange à la main va nous permettre d'avoir moins de macération et donc d'essayer d'avoir les jus les plus clairs possibles dès la vendange. Oui, c'est ça. Donc oui, pour expliquer un peu, pour ceux qui nous écoutent, c'est le fait de ne pas triturer le raisin qui va pas abîmer donc la peau et va pas faire ressortir la couleur, parce que quand on va presser, on va juste enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et peu importe le raisin, qu'il soit noir ou blanc d'aspect, à l'intérieur, c'est toujours blanc. Alors, pas toujours, Ok. mais sur le Grolot noir, par exemple, toute la couleur se trouve dans la pellicule. On passe à la dégustation. Pour ceux qui nous écoutent, c'est le moment d'ouvrir la bouteille, même si certains d'entre vous ont sûrement déjà pris de l'avance. Bien entendu, si vous à la maison vous sentez pas la même chose que nous, c'est tout à fait normal. La dégustation reste propre à chacun, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc allons-y. Donc, on va commencer par, évidemment, juste déjà le regarder, puisque finalement, alors est-ce que c'est... Moi on m'a toujours dit ça, mais on dit souvent que la Provence donne la tendance des couleurs des rosés. Alors oui, en fait, le marché du rosé est beaucoup orienté grâce aux rosés de Provence, qui sont très connus un peu partout dans le monde. Les gens associent souvent la couleur du rosé à un type de rosé qu'ils vont vouloir goûter. Donc par exemple, les rosés de Provence sont connus pour être des rosés secs, et donc très peu de couleurs, pour eux, c'est égal à un rosé sec. Alors qu'un rosé coloré, par exemple les cabernets d'Anjou chez nous, qui sont beaucoup plus marqués en couleurs, etc., vont avoir plutôt une connotation à être des vins sucrés. C'est vrai que là, il est très clair, il a une belle couleur rosée en fait. Là, on est sur quasiment un rose pivoine, donc assez clair. On est sur un rosé qui est brillant, mais qui est très gourmand. Alors si on le sent, première chose c'est que ça sent bon. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Nous, sur notre assemblage de Grolot, on a une grosse partie de Grolot gris, et c'est celui-ci qui va être très aromatique au nez. Donc on va être sur quelque chose qui est assez délicat, le Grolot gris. On va être sur des arômes de fruits blancs, mais également des arômes de fleurs blanches qui va être très délicat. Et après, en second nez, on va avoir le Grolot noir qui va prendre le dessus, avec des petites notes de fraises des bois. Goûtons-le alors. Donc là, on est bien sur un rosé sec. Il n'y a aucun sucre résiduel. Cependant, on a quand même beaucoup d'arômes de fruits rouges. Donc ça, c'est le Grolot noir qui vraiment s'exprime au niveau de la bouche. Donc on est sur un rosé qui est très gourmand, qui est très rond. On n'a pas le côté trop dur d'un rosé sec. Ouais, c'est vrai qu'il est... Enfin moi, il m'emplit la bouche, il est tout doux. C'est presque comme une caresse dans la bouche, quoi. Et c'est très appréciable. Ah, c'est un peu l'avantage de ce cépage-là. Enfin, le Grolot, en général, c'est un cépage qui est très rond, qui n'a pas beaucoup d'amertume. Donc on ne va pas avoir une énorme structure. Mais par contre, on est sur un rosé qui est très frais, qui est très agréable. On va vraiment avoir quelque chose de plein. Et... moi, c'est ce que j'aime dans les rosés, quoi. C'est ce que je recherche. Oui, puis bien frais en été, c'est toujours agréable. Ouais,
Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude de positionner le rosé sur le barbecue en été. Oui. Mais ce qui peut être intéressant avec celui-ci, qui est très aromatique, c'est de le positionner sur des plats qui sont un peu épicés. Par exemple, un curry indien, ça marche très bien. Donc des fois, sur les plats épicés, on n'a pas forcément de la concordance avec un vin rouge. Et c'est vrai que ce rosé-là marche très bien avec ces plats-là, puisqu'il est très frais, très fruité. Et avec les plats épicés, ça marche très bien. C'est vrai que... Bah oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, mais que le rosé... Bon, alors souvent, si on propose un rosé dans un plat, sur un plat, c'est un peu... oulala, qu'est-ce que tu nous sors? Alors que des fois, ça sublime tout le plat, parce que justement, il n'y a pas cette force du rouge ou le côté très acidulé du blanc, qui là est très rond. Moi, j'ai aussi tendance des fois à le mettre avec du saumon, le rosé. Oui. Et alors, peut-être finalement une couleur similaire qui me dit dans mon cerveau que ça peut matcher, mais en général, ça matche très bien. Bah oui, parce que le saumon, du coup, c'est un poisson qui est un peu gras. Du coup, des fois, sur des blancs qui sont un peu structurés, on va avoir ce côté un peu rond du vin, mais aussi ce côté gras du poisson. Alors que le rosé, ça va être un vin qui va être plutôt sur la fraîcheur, et donc qui va venir donner... qui va venir réveiller en fait le saumon qui va être un peu lourd. Le rosé va venir vraiment le rehausser et on peut faire avec le saumon des sauces avec des baies roses et donc le rappel avec le rosé est juste formidable. Ça donne faim tout ça. Eh bien, en tout cas, merci Modestie. Mais de rien. C'est déjà la fin de notre podcast. Et merci de m'avoir accueilli ici. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir au domaine pour déguster les autres cuvées. Pour rappel, le domaine est à Martigny-Briand, à 30 minutes en dessous d'Angers, au sud d'Angers. C'est ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à écouter nos autres podcasts en lien avec les bouteilles Vino Musique. Je vous invite également à écouter les playlists consacrées au gros lot rosé, disponibles sur notre site internet vinomusique.fr. Vous pouvez aussi, ainsi que le domaine, nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça sera fait.